Pendant 2 ans, j'ai envoyé $1 500 par mois à ma mère qui prétendait être en difficulté. Tu es notre héros, me disait-elle. Puis je l'ai découverte sans aucune dette, admirant un collier de diamants. Elle pensait que j'étais leur sauveur, sans jamais savoir que j'allais devenir leur ruine. Le relevé bancaire était posé, face visible, sur la commode de ma sœur quand je suis entrée pour faire mes valises. Virement, 1500. Paiement automatique mensuel. Compte se terminant par 4739. Destinataire, Vanessa Callaway, compte chèque personnel. Mes mains sont devenues engourdies. J'avais vu ce montant exact quitter mon compte chaque mois pendant 24 mois, $36 000 au total, mais je ne l'avais jamais vu arriver ici. Le papier a crissé sous la pression de mes doigts. En dessous, un autre relevé. Un autre $1,500. Et encore un autre, une pile entière, de septembre à novembre. Chacun montrait mon argent afflué sur le compte personnel de ma sœur. Pas pour des remboursements d'hypothèque, pas pour des factures d'électricité, pas pour l'une de ces urgences désespérées pour lesquelles ma mère pleurait lors de nos appels nocturnes. J'ai levé les yeux. Le collier de diamants trônait sur la coiffeuse de ma mère à 1 mètre de là, captant la lumière de l'après-midi à travers la fenêtre. 5 carats, sans problème, une chaîne en or blanc. L'étiquette de prix était encore attachée à la boîte en velours, $7,800. 5 mois de mon argent de secours assis là, comme un monument à chaque dîner de nouilles instantanées que j'avais mangé pour que les virements puissent passer. Repose ça. Je me suis retournée. Vanessa se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, le visage pâle. Tu m'as volé, ai-je dit. Ma voix me semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du vol. Elle entra dans la pièce, bloquant ma sortie. Nous sommes une famille. Quelle est la différence? 3 heures plus tôt, tout était normal, ou ce qui passe pour normal quand on est le distributeur automatique de la famille. Je m'appelle Jordan Mercé, j'ai 32 ans, je suis analyste de données senior dans une entreprise technologique de Seattle. Je gagne bien ma vie, $92 000 par an, mais je ne suis pas riche. Je conduis une Honda Civic 2016 avec un pare-brise fissuré que je n'arrête pas de remettre à plus tard. Je vis dans un studio qui coûte trop cher et qui sent le restaurant thaïlandais du dessous. Pendant 2 ans, j'avais envoyé $1 500 chaque mois à ma mère à Tacoma. Cela avait commencé par un appel paniqué un mardi soir de septembre 2022. Jordan, chérie. Sa voix tremblait. Je ne sais plus quoi faire. La société de crédit a envoyé un autre avis. Ils menacent de saisir la maison. J'ai 3 mois de retard. J'avais senti mon cœur se serrer. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que l'assurance vie de papa. Il n'y a plus rien. Un sanglot. Tout est parti. Et les factures médicales de ces 6 derniers mois continuent d'arriver. Je peux à peine payer l'électricité. Je me noie, mon bébé. Je me noie et je ne sais plus comment nager. Papa était décédé 4 ans plus tôt. Diagnostic de cancer du pancréas, stade 4. Il était là un jour, et parti 8 semaines plus tard. Les frais médicaux avaient été catastrophiques, même avec l'assurance. Et maman n'avait jamais travaillé, elle avait été femme au foyer pendant 35 ans. Alors, j'avais commencé à envoyer de l'argent. $1,500 semblait gérable. Serré, mais gérable. J'avais réduit tout le reste. J'avais arrêté de manger dehors, annulé mon abonnement à la salle de sport, et commencé à tout acheter en marque distributeur. Tu es notre héros, me murmurait maman lors de nos appels hebdomadaires. Le seul responsable, pas comme ta sœur. Vanessa avait 34 ans, 2 ans de plus que moi. Elle avait toujours été la préférée de maman en grandissant, mais quelque part en cours de route, elle était devenue l'enfant à problème dans le récit de maman. Incapable de garder un emploi, prenant de mauvaises décisions avec les hommes, dépensant de l'argent qu'elle n'avait pas. Dieu merci, j'ai un enfant qui a réussi, disait maman, et je ressentais cette douce chaleur de me sentir utile, valorisée. J'étais un idiot. L'appel qui a tout brisé est arrivé mercredi dernier à 23h47. Mon téléphone a vibré alors que je me brossais les dents. Le nom de Vanessa a illuminé l'écran. Nous ne nous étions pas parlé directement depuis des mois. Elle communiquait exclusivement par l'intermédiaire de maman, et j'avais toujours supposé que c'était parce qu'elle avait honte de sa vie par rapport à la mienne. J'ai répondu. Et Ness, qu'est-ce qui? Arrête de prétendre que tu nous aides. Sa voix était glaciale, méprisante. Personne n'envoie autant d'argent sans attendre quelque chose en retour. Tu veux l'héritage. J'avais failli rire. Quel héritage? Maman croule sous les dettes. Tu te crois vraiment plus malin que tout le monde, n'est-ce pas?
C'est alors que je l'ai entendue, la voix de maman en arrière-plan. Pas tremblante. Pas faible. Claire, forte et tranchante. Dis-lui d'arrêter de faire le martyr, Vanessa. Il est ingrat. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Ingrat, alors que je payais ses factures depuis 2 ans. Maman? Ai-je dit dans le téléphone. Maman, qu'est-ce qui se passe? Vanessa a ri. Elle ne peut pas t'entendre. Elle est trop occupée à admirer son nouveau bracelet. L'appel a pris fin. J'étais restée là, dans ma salle de bain, brosse à dents dégoulinante à la main, essayant de comprendre. La voix de maman n'avait pas ressemblé à celle de la femme qui sanglotait à propos d'avis de saisie. Elle ressemblait à une femme lors d'un dîner mondain, agacée par un simple inconvénient. J'ai enfilé un jean et une veste et j'ai conduit jusqu'à Tacoma sous une tempête de neige. L'autoroute était traîtresse, du verglas partout, mais je l'ai à peine remarqué. Mon cerveau rejouait sans cesse ce ton dans sa voix, ingrat. Maman a ouvert la porte avant même que je puisse frapper. Elle n'était pas surprise, elle était préparée. Bras croisés, menton haut, lèvres pincées. Tu ne devrais pas être ici, a-t-elle dit froidement. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai entendu au téléphone avec Vanessa. Tu penses que payer quelques factures te donne le droit de nous juger? Elle s'est avancée, me forçant à reculer sur le perron. La neige tombait plus fort maintenant, s'accumulant dans ses cheveux, mais elle ne semblait pas s'en soucier. Tu voulais te sentir supérieure. Eh bien, je ne veux plus de ton argent, ni de ton attitude. Dégage. Quelques factures. Ma voix s'est brisée. Je t'ai envoyé 18 000 $ cette année seulement parce que tu prétendais ne pas pouvoir t'en sortir. Elle a pointé un doigt vers ma poitrine. Tu gagnes bien ta vie, Jordan. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'hypothèque. Alors, tu envoies un peu d'aide à ta mère en difficulté. C'est ce que font les enfants décents. Mais toi, tu n'es pas en difficulté. Sortez d'ici. La transformation a été instantanée. Son visage s'est tordu en une expression que je n'avais jamais vue auparavant, une rage pure. Sortez de ma maison. Vous n'êtes plus le bienvenu ici. Elle a claqué la porte si fort que la couronne de Noël est tombée. J'étais resté là, dans la neige, tremblant, la regardant à travers la fenêtre retournée dans la chaleur de la maison. Vanessa est apparue à ses côtés. Elle riait de quelque chose. Elle riait. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans un brouillard, littéralement et figurativement. La neige s'était aggravée, visibilité à 15 mètres, mais je l'enregistrais à peine. Mon téléphone a vibré 2 fois avec des SMS de maman. Ne reviens pas ici. Je suis sérieuse. Tu pourras récupérer tes affaires la semaine prochaine quand nous ne serons pas là. Je laisserai le garage ouvert. Samedi matin, je suis revenue avec un camion de déménagement et 2 gars que j'avais embauchés. La voiture de maman n'était plus là. Celle de Vanessa non plus. Une Lexus. Je conduisais une Honda de 10 ans tout en envoyant de l'argent à quelqu'un qui roulait en Lexus à 55 000 $. J'avais commencé par mon ancienne chambre. Tout y était encore, mes trophées d'école, mes posters, mes vieux livres de science-fiction. J'ai emballé le tout mécaniquement, sans vraiment rien voir. Puis, je suis allée dans la chambre de Vanessa pour prendre un carton de mes vieux manuels universitaires qu'elle gardait. C'est là que j'ai trouvé les relevés. Tu en as les moyens, hurlait Vanessa maintenant, le visage rouge. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Maman avait besoin d'aide. Maman possède cette maison sans aucune dette. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le site du cadastre, où j'avais vérifié les registres à 3 heures du matin la nuit dernière. Pas d'hypothèque. Elle n'en a plus depuis 6 ans. Papa l'a remboursée avec sa retraite avant de tomber malade. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Et sa sécurité sociale est de 2400 $ par mois, plus la pension de réversion de papa, encore 1800 $. Je lui ai montré l'écran. Elle touche 4200 $ par mois. Plus qu'assez pour payer les charges et les taxes sur une maison déjà payée. Tu nous espionnais. J'ai été victime d'une escroquerie. Le mot est sorti assez fort pour la faire tressaillir. Tu m'as dit qu'elle risquait la saisie. Tu m'as dit que les factures médicales la détruisaient. Tu m'as dit qu'elle avait besoin d'un peu d'aide, et tu as tout pris. La voix de Vanessa est devenue aiguë. Mon Dieu, Jordan, quand es-tu devenu si égoïste? Cette phrase a brisé quelque chose en moi. J'avais mangé des céréales premier prix pendant 2 ans. J'avais manqué le mariage d'un ami à l'étranger parce que je ne pouvais pas me payer le billet d'avion. J'avais repoussé mes soins dentaires jusqu'à ce qu'une molaire se casse et que je doive subir un traitement de racines d'urgence payé avec une carte de crédit que je rembourse encore, et elle me traitait d'égoïste.
J'ai regardé à nouveau le collier de diamants, puis les relevés bancaires dans ma main, puis le visage de ma sœur, rouge d'indignation, comme si j'étais le méchant de cette histoire. Où est maman? Ai-je demandé calmement. Au spa. Pourquoi? Appelle-la. Dis-lui de rentrer. Je ne vais pas. Appelle-la ou j'appelle la police. Le visage de Vanessa a blêmi. Tu n'oserais pas, j'ai sorti mon téléphone et commencé à composer le 911. C'est bon. Elle a attrapé son propre téléphone, tapotant frénétiquement l'écran. Bon sang, Jordan. Maman? Oui, il est là. Non, à la maison. Il a trouvé les relevés. Je ne sais pas. Tu peux rentrer? Elle a raccroché. 15 minutes. Parfait. Je me suis assis sur le lit de maman, à côté du collier. J'attends. Vanessa restait dans l'encadrement de la porte, se rongeant l'ongle du pouce. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon? Alors explique-moi. Les dépenses de maman sont plus élevées que tu ne le penses. Les taxes foncières ont augmenté, les assurances aussi, et elle a dû faire réparer le toit l'année dernière. Alors pourquoi mon argent allait-il sur ton compte? J'ai brandi les relevés. Chaque virement, directement pour toi. Pas aux entrepreneurs, pas aux assurances. Sur le compte chèque personnel de Vanessa Callaway. Elle ne pouvait pas croiser mon regard. C'était plus facile ainsi. Je gérais ses finances. Tu as acheté une Lexus. Ce relevé date de septembre 2023. Le mois même où j'ai commencé les virements. Tu as échangé ta Honda contre un GX 460 tout neuf. J'ai vu les papiers du concessionnaire sur ton bureau. Sa mâchoire s'est crispée. J'avais besoin d'un véhicule fiable. Tu as acheté un SUV de luxe avec mon argent. Ce n'était pas seulement ton argent. Maman a aidé. Avec l'argent que je lui donnais. Silence. J'ai entendu une voiture dans l'allée. Des portières claquées. Des talons hauts sur le chemin. Maman a fait irruption par la porte d'entrée comme un ouragan. Patricia Mercé mesure un M62 et pèse peut-être 55 kilos, mais quand elle est en colère, elle semble mesurer 2 mètres. J'avais grandi terrifiée par ce regard. Les lèvres pincées, les yeux rétrécis, cette façon de vous faire sentir comme un insecte sous une loupe. Elle s'est précipitée dans sa chambre et s'est arrêtée à 1 mètre de moi. Sortez de chez moi. Je suis resté assis. Nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Elle a pointé la porte du doigt. Vous vous êtes introduit ici. Tu m'as dit de venir chercher mes affaires. Le garage était ouvert comme promis. Je ne vous ai pas dit de fouiller dans mes affaires personnelles. J'ai montré les relevés bancaires. C'était sur la commode de Vanessa, bien en vue. Le regard de maman a glissé vers sa fille, puis est revenu vers moi. Alors tu nous espionnes. J'essayais de comprendre pourquoi quelqu'un qui se prétendait en retard de 3 mois sur une hypothèque inexistante avait besoin de 36 000 $ de ma part. Le chiffre est resté suspendu dans l'air. 36 000 $, ai-je répété. Sur 24 mois. Chaque virement marqué « aide d'urgence » et chaque dollar est allé sur le compte personnel de Vanessa. Le visage de maman s'est durci. Ça ne te regarde pas, c'est exactement mon affaire. C'est mon argent que tu as menti pour obtenir. Elle s'est approchée. Tu l'as transféré volontairement. Personne ne t'a mis un pistolet sur la tempe. Tu voulais aider ta mère en difficulté, et tu l'as fait. Félicitations. Tu veux une médaille? Tu as menti à propos de la saisie. J'étais en difficulté. Tu possèdes cette maison entièrement. Tu as 4 200 $ par mois de revenus garantis. Tu as dépensé 7 800 $ pour un collier. Je l'ai pointé du doigt. Ce n'est pas être en difficulté. C'est de la fraude. La main de maman est allée vers sa gorge, touchant l'endroit où le collier se poserait. Tu ne comprends pas à quel point c'est cher d'entretenir une maison. J'ai des tableurs. J'ai ressorti mon téléphone. J'ai appelé les fournisseurs d'énergie ce matin. Ta facture d'électricité moyenne est de 130 $. L'eau, 45 $. La taxe foncière est de 3 200 $ par an, soit 267 $ par mois. L'assurance est de 890 $ par an, 74 $ par mois. Ajoute les courses, l'essence, le téléphone. Internet. Tu pourrais vivre confortablement avec 2000 $ par mois. Tu touches plus du double. Son visage virait au rouge. Comment oses-tu? Où est passé mon argent? Il a servi à maintenir cette famille unie, hurlait-elle maintenant.
Il a servi à s'assurer que Vanessa n'est pas à s'épuiser au travail. Il a servi à maintenir la vie que ton père voulait pour nous. En me le volant. Voler. Elle a ri, d'un rire sec et amer. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai sacrifié pour vous, les enfants. Aucune idée de ce que j'ai abandonné. Et la seule fois où je demande de l'aide. 24 fois. Pas une seule fois. 24 mois de paiement d'urgence pour des urgences qui n'existaient pas. L'expression de maman a changé. La colère s'est évaporée, remplacée par quelque chose de plus froid, de calculé. Très bien. Elle a croisé les bras. Tu veux récupérer ton argent? Poursuis-moi en justice. Les mots étaient si décontractés, si indifférents. Poursuis ta propre mère, a-t-elle continué. Traîne-moi au tribunal. Donne-toi en spectacle. Montre à tout le monde quel genre de fils tu es vraiment, le genre qui compte chaque centime avec sa propre famille. Elle savait que je ne le ferais pas. Elle comptait là-dessus. J'ai regardé Vanessa, toujours figée dans l'encadrement, puis le collier, puis les relevés dans ma main. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je ne vais pas te poursuivre en justice. Le sourire de maman était triomphant. Sage décision. Je vais plutôt vous dénoncer pour fraude. Son sourire s'est figé. Jordan, commença Vanessa. Je n'ai pas fini. Je me suis levée et j'ai fixé maman dans les yeux. Lundi matin, je vais à ma banque. Je vais leur montrer ces relevés et chaque SMS que tu m'as envoyé pour me supplier de t'envoyer de l'argent en urgence. Je vais leur montrer les registres prouvant que tu possèdes cette maison. Je vais leur montrer tes relevés de revenus. Et je vais déposer une plainte officielle pour fraude. Ils ne feront rien. La voix de maman avait perdu de son assurance. Ils gèleront vos comptes pendant l'enquête. Vos 2 comptes. J'ai regardé Vanessa. Et quand ils trouveront les preuves d'une fraude systématique, ce qu'ils feront, ils transmettront le dossier au bureau du procureur. Tu bluffes, a dit maman. Et c'est pour voir. Nous nous sommes dévisagés. Sors d'ici, a-t-elle fini par dire. Sors de ma maison et ne reviens jamais. Avec plaisir. J'ai attrapé le dernier carton de mes affaires, celui avec mes vieux albums de promo, et je suis sortie. Derrière moi, j'ai entendu Vanessa commencer à paniquer. Maman, il est sérieux? Il peut vraiment faire ça? Je n'ai pas entendu la réponse. J'étais déjà en train de charger le camion. Lundi matin, je suis entrée dans ma banque à 9h15. La directrice de l'agence était une femme nommée Diane Foster, la cinquantaine, avec des lunettes de lecture au bout d'une chaîne et ce calme compétent qui vient de décennies dans la banque. J'y étais client depuis 8 ans, elle connaissait mon nom. Jordan, bonjour. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Je dois signaler une fraude. Son attitude a changé instantanément. Entrez dans mon bureau. J'ai étalé les documents sur son bureau, relevés bancaires, SMS, registre foncier et une chronologie que j'avais créée montrant chaque demande d'urgence et le virement correspondant. Diane a mis ses lunettes et a lu en silence pendant 5 minutes. Quel est le montant total? A-t-elle fini par demander. 36 000 sur 24 mois. Elle a levé les yeux. Et vous êtes certain que ces demandes étaient mensongères? Ma mère possède sa maison sans aucune dette. Elle touche $4,200 par mois. Elle n'a aucune hypothèque et aucune dette impayée selon le rapport de solvabilité que j'ai tiré. Je lui ai montré le rapport. J'avais payé $40 pour une vérification en ligne. Elle m'a dit qu'elle risquait la saisie d'une maison qu'elle possède en totalité. Les lèvres de Diane se sont pincées. C'est un cas d'école de fraude. Pouvez-vous m'aider? Je peux lancer une enquête formelle. Je vais avoir besoin que vous remplissiez une déclaration sous serment. Elle a sorti un formulaire. Mais je dois vous prévenir, quand nous enquêtons sur des cas de fraude familiale, cela finit souvent par des poursuites pénales. Êtes-vous prêt pour cela? J'ai repensé au visage de maman quand elle m'avait dit de la poursuivre en justice. La cruauté désinvolte de son défi. Oui. Alors, commençons. Nous avons passé 90 minutes à tout revoir. Diane a fait des copies de tous mes documents. Elle m'a fait écrire une déclaration détaillée expliquant comment la fraude avait commencé, comment elle s'était poursuivie et ce que j'avais découvert. Je vais marquer chaque virement comme potentiellement frauduleux, a-t-elle dit. Cela gèlera les comptes destinataires le temps que nous enquêtions sur les 2 parties. Si c'est ma sœur qui était la destinataire? Oui, ces comptes seront restreints en attendant l'enquête. Combien de temps cela prend-il? Généralement 2 à 4 semaines pour l'examen interne. Si nous trouvons des preuves de fraude,
nous transmettons le dossier au procureur. Après cela, elle a haussé les épaules. Cela dépend de la charge de travail des tribunaux. Qu'est-ce qui va leur arriver? Si le procureur engage des poursuites, de la fraude par télécommunication, potentiellement. Dans l'État de Washington, une fraude dépassant $750 est un crime majeur, felony. Votre mère pourrait risquer jusqu'à 10 ans de prison. Le chiffre m'a sidéré. 10 ans. Maman avait 63 ans. Je ne veux pas la mettre derrière les barreaux, ai-je dit. Je veux juste que ça s'arrête. L'expression de Diane s'est adoucie. Je comprends. Mais une fois que nous lançons ce processus, la décision ne vous appartient plus entièrement. Si nous découvrons un crime, nous sommes obligés de le signaler. Je sais. Êtes-vous toujours sûr de vous? J'ai pensé à moi mangeant des nouilles pendant que Vanessa conduisait une Lexus, à moi évitant le dentiste pendant que maman achetait des diamants, à 2 ans de sacrifice budgétaire pendant qu'elle riait du martyr que j'étais. Je suis sûre. J'ai quitté la banque à 11h30 et je me suis rendue à mon second rendez-vous de la journée. Thomas Chen était un avocat spécialisé dans la fraude envers les aînés et l'exploitation financière. Je l'avais trouvé sur un site d'aide juridique. Son bureau était dans un petit centre commercial à Bellevue, entre un salon de manucure et un cabinet comptable. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, environ 38 ans, avec des lunettes à monture métallique et une médaille de marathon accrochée au mur. Il a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes. Donc, votre mère a faussement prétendu être en difficulté financière pour vous soutirer $36 000 sur 2 ans, a-t-il résumé quand j'ai eu fini. Et votre sœur était la destinataire des fonds. Oui. Aviez-vous un accord écrit concernant le remboursement? Non. Elle disait toujours que c'était un cadeau. Il hocha la tête. Cela complique les choses du point de vue du recouvrement civil, mais du point de vue de la fraude. Il tapota son stylo contre son bloc-notes. Les fausses prétentions sont la clé. Si elle a déformé sa situation financière pour vous inciter à transférer de l'argent, c'est juridiquement attaquable. Donc je peux la poursuivre. Vous pouvez, mais il y a une voie plus rapide. Si l'enquête de la banque confirme la fraude, il pourrait annuler les virements. Vous récupéreriez votre argent directement. Vraiment? S'il détermine que le compte a été utilisé à des fins frauduleuses, oui. La banque prend la perte à sa charge et se retourne ensuite contre le fraudeur. Cela fait partie de leur politique de protection contre la fraude. L'espoir a commencé à renaître. Quelle est la probabilité que cela arrive, au vu de ce que je vous ai montré? Très probable. Vous avez de la documentation, un schéma clair de tromperie et la preuve que ces affirmations étaient fausses. C'est exactement le genre de cas que les banques détestent. Cela leur donne l'impression de faciliter la fraude. Que dois-je faire? Rien. Laissez l'enquête de la banque suivre son cours. Mais il se pencha en avant. Je veux que vous soyez préparés au fait que votre famille va contre-attaquer. Elles diront que vous êtes vindicatif. Elles diront que c'était un cadeau. Elles vous peindront comme le méchant qui persécute sa propre mère. Je sais. Vraiment? Parce que d'après mon expérience, c'est là que les gens craquent. La culpabilité devient trop lourde. J'ai plongé mon regard dans le sien. Elles ont passé 2 ans à me manipuler, à me saigner à blanc tout en m'appelant leur héros. J'ai fini. Il m'a observé un instant, puis a acquiescé. Très bien. Je vous représenterai si cela va au civil. En attendant, documentez tout, chaque SMS, chaque appel, chaque interaction, et ne communiquez plus directement avec elle. Je serai votre tampon. Je l'ai engagé sur le champ. Les 24 heures suivantes ont été méthodiques. Je suis allé voir mon assurance auto et j'ai retiré maman comme bénéficiaire. Je l'avais nommée il y a des années, quand j'avais 23 ans et que je venais d'être embauchée, car elle m'avait dit qu'il était responsable d'avoir quelqu'un pour gérer les choses en cas d'accident. Je suis allé au RH de mon entreprise et j'ai changé le bénéficiaire de mon assurance vie pour une association caritative. L'employée, Alicia, a remarqué ma mine. Tout va bien, Jordan? Des histoires de famille? Elle a hoché la tête avec compassion. N'en dites pas plus. J'ai annulé le virement automatique, 1500 $ par mois, ne s'échappant plus de mon compte le premier de chaque mois. J'ai fermé le compte d'épargne joint que maman et moi avions ouvert pour les urgences. Il y avait 347 $, provenant tous de mes dépôts. Je les ai transférés sur mon compte courant. J'ai parcouru mon téléphone et téléchargé toutes les conversations par SMS avec maman et Vanessa des 2 dernières années, 300 pages une fois imprimées. Des demandes d'argent, des remerciements larmoyants, des signalements d'urgence.
Puis j'ai fait quelque chose qui me semblait à la fois mesquin et nécessaire. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai appelé le portable de Vanessa avec mon ancien numéro une dernière fois. Jordan? Elle semblait frénétique. Jordan, qu'est-ce que tu as fait? Mes comptes sont gelés. Ma carte de débit ne marche plus. Je suis allée chercher un café ce matin et il a été refusé. Tu sais à quel point c'est humiliant. La banque mène une enquête pour fraude, ai-je dit calmement. Fraude? Quelle fraude? C'est insensé. Vous avez pris cet argent sous de fausses prétentions. C'est légalement une fraude. Je suis ta sœur. Tu es une voleuse. Jordan, s'il te plaît. Je suis désolée. D'accord? Je suis désolée de ne pas t'avoir tout dit, mais nous ne voulions pas te blesser. Tu as acheté une Lexus. Tu as acheté des diamants pendant que je mangeais des nouilles. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu m'as traité de martyr. Tu as ri de la facilité avec laquelle tu m'as eu. Ma voix est restée stable. Tu n'es pas désolée de l'avoir fait. Tu es désolée d'avoir été prise. Ce n'est pas juste. N'appelle plus jamais ce numéro. Mon avocat te contactera si nécessaire. J'ai raccroché, je l'ai supprimé de mes contacts et j'ai bloqué le numéro. Mon téléphone a sonné immédiatement, maman. J'ai laissé sonner 3 fois, j'ai rejeté l'appel et j'ai bloqué son numéro aussi. Puis j'ai éteint mon ancien téléphone et activé le nouveau. Jeudi matin, j'ai été réveillée par des coups violents contre la porte de mon appartement. L'immeuble a une entrée sécurisée, mais j'avais oublié que maman avait encore le code d'accès depuis Noël dernier. Elle avait passé 10 minutes à critiquer mes meubles, puis m'avait demandé si j'avais pensé à faire un prêt pour l'aider à refaire sa cuisine. Bang, 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 bang. Jordan. Ouvre tout de suite. J'ai regardé l'heure, 6h47 du matin. J'ai enfilé un jean et un t-shirt et je suis allée à la porte. J'ai regardé par le Judas, maman et Vanessa, toutes deux les yeux hagards. Maman tenait des papiers roses. Vanessa était mal coiffée. J'ai entrouvert la porte de 5 centimètres, en laissant la chaîne. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que tu as fait? Maman a poussé les papiers dans l'entrebâillement. C'étaient des avis de saisie. Les chèques ont été rejetés. Le paiement du prêt a été annulé. Je l'ai fixé. Tu n'as pas de prêt immobilier. Le HELOC, a-t-elle hurlé. La ligne de crédit hypothécaire. Le paiement a été annulé parce que ton virement a été bloqué. Une ligne de crédit hypothécaire. Elle avait contracté un prêt sur la valeur de la maison qu'elle possédait pourtant en totalité. Combien? Ai-je demandé. 200 000, sa voix tremblait. Nous l'avons pris l'année dernière. Pourquoi faire? Silence. Pourquoi faire, maman? Des rénovations? A-t-elle fini par lâcher? La cuisine, les salles de bain, le jardin. Je mangeais des céréales de marque économique pour qu'elle puisse installer une cascade dans son jardin. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. Jordan, s'il te plaît. Les larmes sont arrivées, la performance que j'avais vue 100 fois. Bébé, je suis désolée. J'aurais dû te parler des dépenses, mais tu dois nous aider. Non. Cette maison n'est pas ma responsabilité. Vanessa a approché son visage de l'entrebâillement. Mes comptes sont gelés. Tous. Mes cartes ne marchent plus. Mon chèque de loyer va être rejeté. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité. J'ai signalé une fraude. Son visage est devenu gris. Tu as appelé la police. J'ai appelé ma banque. Ils ont appelé tous les autres. Tous les autres. La voix de maman est montée dans les aigus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enquête pour fraude est officielle. La banque a transmis le dossier au procureur hier. Maman a reculé comme si je l'avais frappée. Vanessa l'a rattrapée par le bras. Tu vas mettre ta propre mère en prison? Murmura Vanessa. Je vais laisser le système judiciaire s'en charger. On est une famille. La famille ne vole pas, j'ai glissé une chemise cartonnée dans l'entrebâillement. Voici les copies de tout ce que j'ai donné à la banque. Relevé, registre foncier, rapport de solvabilité, chronologie, SMS. J'ai tout, ai-je dit. Chaque mensonge, chaque dollar, chaque manipulation. J'ai tout documenté. Maman a ouvert la chemise les mains tremblantes. Vanessa a regardé par-dessus son épaule. J'ai observé leur visage alors qu'elles réalisaient tout ce que je savais, avec quel soin j'avais tout suivi, à quel point j'étais préparée. Si vous revenez ici, ai-je continué, je demande une ordonnance de protection. Si vous essayez de me contacter, je le noterai comme du harcèlement.
Si vous dégradez ma voiture, mes biens ou ma réputation, je l'ajouterai au rapport. Où allons-nous aller? A chuchoté maman. Si nous perdons la maison. C'est le genre de choses dans lequel tu aurais dû investir ton propre argent. Les mots sont sortis plus froids que je ne l'avais prévu, mais je ne les ai pas retirés. J'ai fermé la porte. Le verrou a cliqué avec un son de finalité. Les coups ont repris immédiatement. La voix de maman pleurait, celle de Vanessa suppliait. Des promesses de tout rembourser, des jurements qu'elles allaient changer. Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé cette porte-là aussi. J'ai mis mon casque et lancé de la musique. Finalement, les coups ont cessé. 3 semaines plus tard, Diane Foster m'a appelé. Jordan, c'est Diane de la banque. Avez-vous quelques minutes? Bien sûr. Notre enquête est terminée. Elle semblait satisfaite. Nous avons documenté une fraude systématique sur 24 mois. Les fausses prétentions étaient claires. Votre mère a déformé sa situation financière pour obtenir les virements. Nous allons tous les annuler. Je me suis assis lourdement sur ma chaise de bureau. Tous. 36 000 au total, moins les 3 premiers virements effectués avant que le schéma de fraude ne soit clairement établi. Donc, 31 500 $. L'argent sera de retour sur votre compte d'ici 5 jours ouvrables. 31 500 $. Pas la totalité, mais presque tout. Plus que ce que j'osais espérer. Qu'est-ce qui leur arrive? Nous avons fermé les 2 comptes et nous les avons signalés dans le système bancaire. Elles auront beaucoup de mal à ouvrir un compte n'importe où ailleurs. Et nous avons transmis nos conclusions au procureur du comté de King. Un substitut du procureur nommé David Mills s'occupe du dossier. Je peux vous donner ses coordonnées si vous souhaitez faire un suivi. S'il vous plaît. Elle m'a dicté le numéro. Je l'ai noté d'une main tremblante. Jordan. Sa voix était douce. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous l'avez fait. Merci. J'ai raccroché et fixé le numéro. David Mills, bureau du procureur. J'ai appelé avant de perdre courage. Un homme a répondu après 2 sonneries. Mills. Monsieur Mills, je m'appelle Jordan Mercé. Diane Foster de la Banque Pacifique Northwest m'a dit que vous gériez une affaire de fraude impliquant ma mère. Monsieur Mercé, oui. J'allais vous appeler cet après-midi. Des bruits de papier. J'ai examiné le rapport d'enquête de la banque. C'est un dossier solide. Qu'est-ce qui va se passer? Je dépose les plaintes la semaine prochaine. Fraude par télécommunication. Obtention d'argent sous de fausses prétentions. Vu le montant et le schéma répété, nous visons des chefs d'inculpation criminels, félonie, pour votre mère et votre sœur. Les 2. Ma gorge s'est nouée. Qu'est-ce que ça signifie? Si elles sont reconnues coupables, elles risquent chacune de 3 à 7 ans de prison, selon le juge. Plus la restitution, elles vous devront la totalité des 36 000 $, pas seulement ce que la banque a pu récupérer. 7 ans. Maman aurait 70 ans à sa sortie. Monsieur Mercé, vous êtes toujours là. Je ne veux pas qu'elles aillent en prison, m'entendis-je dire. Je voulais juste que la vérité éclate. Je voulais qu'elles s'arrêtent. Je comprends, mais ce n'est plus une affaire civile. C'est du pénal. L'État est le plaignant, pas vous. Une fois que la banque a fait le rapport, c'est devenu notre affaire. Mais je pourrais abandonner les poursuites. Vous n'abandonnez rien du tout. Ce n'est pas vous qui avez porté plainte, c'est la banque, et elle l'a fait parce qu'elle est légalement tenue de signaler les fraudes. Sa voix s'est adoucie. Écoutez, je sais que c'est dur, mais votre mère a commis un crime. 24 mois de fraude systématique. Ce n'est pas une erreur ou un malentendu. C'est un comportement criminel répété. Elle a 63 ans, elle aurait dû y réfléchir avant de voler son propre fils. Il soupira. Monsieur Mercé, je fais ce métier depuis 12 ans. J'ai vu beaucoup de cas de fraude familiale, et d'après mon expérience, les victimes se sentent toujours coupables. Toujours. Mais voici ce que vous devez comprendre. Votre culpabilité est précisément ce sur quoi elle comptait. C'est pour cela qu'elle savait qu'elle pouvait s'en sortir. Les mots m'ont frappé de plein fouet. Elle savait que vous vous sentiriez mal. Elle savait que vous voudriez aider. Elles ont utilisé votre amour comme une arme pour vous soutirer de l'argent. Ce n'est pas de la famille. C'est de l'exploitation. Je n'ai rien dit. J'en étais incapable. La mise en accusation est prévue pour le 12 mars, a-t-il continué. Vous n'êtes pas obligé d'être présent, mais vous y êtes le bienvenu. Et si elles essaient de vous contacter d'ici là?
Elles ne le feront pas. Je les ai bloquées. Bien. Gardez ça comme ça. Il marqua une pause. Pour ce que ça vaut, monsieur Mercé, vous avez fait ce qui était juste, pas ce qui était facile. Je ne suis pas allé à la mise en accusation. Au lieu de cela, je suis resté dans mon studio à essayer de ressentir quelque chose. De la satisfaction, de la vindicte, de la justice. Tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu. Jordan, c'est tante Carole. J'ai appris ce qui s'est passé. Je suis tellement désolée. Ta mère m'a appelé en pleurant. Elle dit que tu essaies de la mettre en prison. Je ne connais pas toute l'histoire, mais c'est ta famille. On peut parler? Tante Carol. La soeur de maman. Je ne lui avais pas parlé depuis 3 ans. J'ai fixé le message pendant 1 minute entière, puis j'ai bloqué le numéro. Autre vibration. Autre numéro inconnu. Salut mec, c'est Connor. Ta mère m'a contacté sur Facebook, elle a dit que tu traversais une mauvaise passe. Ça va? Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Connor, mon meilleur ami du lycée. On s'était perdu de vue après la fac. Je n'ai pas bloqué celui-là. J'ai répondu, merci d'avoir pris des nouvelles. Je vais bien. Elle réécrit l'histoire. Je t'expliquerai quand tout ça sera fini. Il a répondu immédiatement, pas de souci. Je suis avec toi. Elle avait l'air assez manipulatrice dans son message, pour être honnête. Des drapeaux rouges partout. J'ai souri. Pour la première fois depuis des semaines. Oui, c'est sa spécialité. Le procès a eu lieu en juin. J'y suis allé cette fois. Thomas Chen, mon avocat, a dit que cela aiderait. Voir la victime assise dans la salle convainc parfois les accusés de plaider coupable plutôt que de tenter de se justifier devant la personne à qui ils ont fait du mal. Ça a marché. Maman a plaidé coupable de fraude. Vanessa a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude et de recel de biens volés. Le juge était une femme nommée Sandra Torres, 48 ans, 20 ans de carrière. Elle avait tout vu. Son expression était de marbre pendant que le procureur exposait les faits. L'accusé a systématiquement fraudé la victime de $36 000 sur 24 mois en prétendant faussement être en difficulté financière, a expliqué David Mills. La victime a fourni des preuves que Madame Mercé possédait sa maison, avait un revenu mensuel substantiel et ne faisait face à aucune urgence financière réelle. Les fonds ont servi à des achats de luxe et des dépenses de confort, alors que la victime faisait des sacrifices personnels importants. Croyant éviter à sa mère de finir à la rue. La juge Torres a regardé maman. Madame Mercé, avez-vous quelque chose à dire avant le prononcé de la peine? Maman s'est levée. Elle portait un tailleur pantalon gris que je lui avais acheté pour ses 60 ans. Elle était parfaitement coiffée, son maquillage était sobre. Votre honneur, j'ai commis une terrible erreur. Sa voix tremblait. J'ai laissé mon orgueil l'emporter sur l'honnêteté. Mon fils est une personne généreuse et j'en ai profité. Je suis tellement désolée. C'était la même performance qu'elle m'avait servi 100 fois. La juge Torres ne semblait pas émue. Madame Mercé, vous avez 63 ans. Vous avez eu amplement le temps de vous forger une boussole morale. Pourtant, vous avez choisi d'exploiter l'amour et la confiance de votre fils pendant 2 ans d'affilée. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Et c'est un choix qui a blessé quelqu'un qui ne voulait que vous aider. Elle s'est tournée vers Vanessa. Mademoiselle Calloway. La voix de Vanessa était à peine audible. Je suis désolée. J'aurais dû l'arrêter. Vous avez été une participante active, a corrigé la juge. Vous avez reçu les fonds. Vous les avez dépensés. Vous avez bénéficié de la fraude. Elle a consulté ses notes. Et selon la déclaration d'impact de la victime déposée par monsieur Mercé, vous l'avez traité de martyr et vous avez ri de ses sacrifices. Le visage de Vanessa est devenu cramoisi. La juge Torres s'est adossée à son fauteuil. Voici mon problème avec cette affaire. Vous semblez toutes les deux désolées d'avoir été prises, pas désolées de l'avoir fait. Et cela me suggère que sans conséquences légales, vous recommenceriez. Elle marqua une pause. Patricia Mercé, je vous condamne à 36 mois de liberté surveillée, probation, 500 heures de travaux d'intérêt général, et à la restitution intégrale des $36 000 à payer sur 5 ans. Si vous violez les conditions de votre probation ou manquez un paiement. Vous purgerez 18 mois dans une prison d'État. Le visage de maman s'est effondré. Vanessa Calloway, même sentence. 36 mois de probation, 500 heures de travaux d'intérêt général, responsabilité conjointe de la restitution. Elle m'a regardé. Monsieur Mercé, souhaitez-vous dire quelque chose? Je me suis levée.
Mes jambes étaient instables. Votre honneur, je ne voulais pas les voir derrière les barreaux. Je voulais juste que la vérité compte. Je voulais qu'elles comprennent ce qu'elles ont fait. Et pensez-vous qu'elles comprennent maintenant? J'ai regardé maman, puis Vanessa. Elles ne croisaient pas mon regard. Je pense qu'elles comprennent qu'elles ont été prises. La juge Torres hocha la tête lentement. Oui. Je pense que vous avez raison. Elle a frappé son marteau. L'audience est levée. Je ne leur ai pas parlé en quittant la salle. Maman a essayé. Elle a appelé mon nom alors que je passais, la voix brisée. Jordan, s'il te plaît. J'ai continué à marcher. Dehors, le soleil de juin était éclatant. Je me suis arrêtée sur les marches du tribunal et j'ai pris une grande inspiration, pour ce qui semblait être la première fois depuis des mois. Thomas Chen est apparu à mes côtés. Ça va? Je pense que oui. Elles vous rembourseront. Le tribunal s'en assurera. Cela prendra 5 ans, mais vous récupérerez chaque centime. L'argent ne m'importe plus vraiment. Il a souri. Oui, c'est ce que tout le monde finit par dire à la fin de ses affaires. Vous voulez savoir ce que vous avez vraiment gagné? Quoi? La liberté. Il a désigné le tribunal derrière nous. Elles ne vous possèdent plus. Elles ne peuvent plus vous faire culpabiliser. Elles ne peuvent plus vous manipuler. Elles ne peuvent plus vous appeler en pleurant pour des urgences imaginaires. Vous êtes libre. Ces mots se sont installés dans ma poitrine comme un rayon de soleil. Leve. Merci. Remerciez-vous vous-même, a-t-il dit. C'est vous qui avez eu le cran d'appuyer sur la détente. C'était il y a 4 mois. Le premier paiement de restitution est arrivé la semaine dernière, $600. Un chèque de Vanessa avec le numéro de dossier écrit en référence. Rien de personnel, juste une obligation légale remplie. Je l'ai déposé sans y repenser. Mon nouvel appartement est plus grand, une chambre au lieu d'un studio. Je peux me le permettre maintenant que je ne suis plus « saignée » de $1500 par mois. J'ai acheté de vrais meubles au lieu de trucs d'occasion bancale. Je me suis réinscrit à la salle de sport. Je suis allé au mariage de Connor le mois dernier, j'ai pris l'avion pour Austin, j'ai logé dans un bel hôtel et j'ai dansé à la réception. Il m'a présenté aux gens comme son meilleur ami du lycée, le gars qui a traversé des trucs sérieux, mais qui en est ressorti plus fort. J'aime bien cette description. Parfois, je pense à appeler maman, pour demander comment elle va, si tout se passe bien. Puis je me rappelle le collier de diamants, la Lexus, le mépris dans sa voix quand elle m'a traité d'ingrat, et je ne passe pas l'appel. La semaine dernière, j'ai reçu un message sur LinkedIn de tante Carole, de longues excuses. Elle avait parlé à la banque, revu les preuves, et réalisé que maman avait menti à toute la famille, pas seulement à moi. Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir cru au début, écrivait-elle. Elle a toujours été douée pour jouer la victime, mais ce qu'elle t'a fait était monstrueux. Tu méritais mieux. J'ai répondu, merci. Ça compte beaucoup pour moi. Elle a répliqué, pour ce que ça vaut, je suis fière de toi. Il faut du courage pour demander des comptes aux gens, surtout à sa famille. Ton père serait fier de toi aussi. Celui-là m'a fait pleurer. Il y a un groupe de soutien qui se réunit le jeudi soir dans un centre communautaire à Capitol Hill. C'est pour les personnes ayant subi des abus financiers de la part de membres de leur famille. J'y suis allée une fois pour voir. Nous étions 8, tous d'âge, de milieux et d'histoires différents, mais avec le même courant de fond. Des gens que nous aimions avaient utilisé cet amour comme un levier pour nous dépouiller. Une femme nommée Stéphanie avait payé le loyer de son frère pendant 3 ans alors qu'il prétendait chercher du travail. Il s'est avéré qu'il était employé tout ce temps et voulait juste de l'argent gratuit. Un homme nommé Raj avait co-signé un prêt auto pour son père, qui avait arrêté les paiements et détruit le crédit de Raj pour 7 ans. Une jeune femme nommée Emily avait donné $50 000 à sa mère pour des factures médicales urgentes. Sa mère s'en était servie pour de la chirurgie esthétique. Quand est venu mon tour, j'ai raconté l'histoire du début à la fin. La fausse saisie, les diamants, le signalement pour fraude, le procès. Comment vous sentez-vous maintenant? A demandé l'animateur. J'y ai réfléchi. Plus léger, ai-je fini par dire. Comme si je ne les portais plus sur mon dos. Est-ce qu'elles vous manquent? Les personnes que je croyais qu'elles étaient me manquent. Mais ces personnes n'ont jamais existé. L'animateur a hoché la tête. C'est la partie la plus difficile de ces situations. Faire le deuil de personnes qui n'étaient pas réelles. Après la réunion, Émilie est venue me voir. Merci d'avoir partagé ton histoire, a-t-elle dit. Je pensais à dénoncer ma mère, mais je me sentais tellement coupable. Ton récit m'a aidé. Fais-le, lui ai-je dit. Pas pour te venger. Pour ta liberté.
Elle a hoché la tête lentement. Oui. La liberté, ça a l'air bien. Hier soir, j'ai rêvé de papa. Nous étions dans son atelier, celui qu'il avait construit dans le garage, plein d'outils, de sciures et d'odeurs de vernis à bois. Il ponçait une chaise comme il le faisait chaque samedi matin. Tu as bien agi, fiston, a-t-il dit sans lever les yeux. Vraiment? J'ai traîné maman au tribunal. Tu l'as mise face à ses responsabilités. Il a posé le papier de verre et a croisé mon regard. Il y a une différence entre l'amour et laisser les gens vous détruire. Ta mère a choisi la destruction. Tu as choisi la survie. Je me demande si j'aurais dû essayer plus fort d'eux. De quoi? De la laisser voler davantage? De te faire plus petit pour qu'elle se sente plus grande? Il a secoué la tête. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'effacement de soi. Tu me manques, ai-je dit. Je sais. Mais tu t'en sors très bien sans moi. Mieux que bien. Il a souri. Tu fais ce que j'aurais dû faire il y a des années. Je me suis réveillée avec des larmes sur le visage. Il y a 3 jours, ma collègue Sarah m'a proposé de prendre un café. Nous travaillons ensemble depuis 2 ans, mais nous n'avions jamais socialisé en dehors du bureau. Elle est brillante, développeuse principale, le genre de personne qui résout en 10 minutes ce qui me prend des heures. Devant nos lattes, elle m'a demandé, « Alors, c'est quoi ton secret ?» Mon secret? Tu as l'air différent depuis quelques mois. Plus léger, moins stressé. Différent, positif. J'ai hésité, puis je lui ai raconté, pas toute l'histoire, mais les grandes lignes, l'abus financier, la fraude familiale, le procès, la liberté. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, ma mère a fait quelque chose de similaire à mon frère. Elle a vidé son fonds d'études au jeu. Il ne l'a jamais dénoncé. Il a passé des années en thérapie à la place. Je suis désolée. Ne le sois pas. Il va bien maintenant. Mais ça l'a bousillé pendant longtemps. La culpabilité de savoir qu'elle avait mal agi, mais de sentir qu'il ne pouvait rien dire parce que c'était la famille. Elle m'a regardé. Tu as fait ce qu'il n'a pas pu faire. Il faut du cran. Je n'ai pas l'impression que c'est du cran. J'ai l'impression que c'est de la survie. Parfois, c'est la même chose. Nous avons parlé pendant 2 heures. À la fin, elle m'a proposé d'aller dîner. En amie, a-t-elle précisé rapidement. Mais peut-être, potentiellement, pas seulement en amie. Si ça t'intéresse. C'était le cas. Le dîner est demain. Je suis nerveux, excité, et reconnaissant d'être enfin capable de ressentir ces choses-là.